4 hommes adultes dans mon salon avec des papiers d'internement et une horloge qui tourne. Je suis Harold, 74 ans, fondateur de HNS Transport. Ils pensent que je suis une marchandise périmée, mais ils ont oublié qui possède la flotte et tient le stylo. L'odôme du café fraîchement préparé parfumait encore la salle à manger, mêlée à l'arôme du pot-au-feu dominical que j'avais préparé moi-même. La nappe en dentelle blanche, celle que j'avais rapportée de Bretagne il y a 40 ans, était impeccable, attendant des assiettes qui ne seraient jamais servies. Mes 4 fils, des hommes que j'ai portés, nourris et élevés à la sueur de mon front et à la graisse des camions de leur père, se tenaient devant moi. Il n'y avait pas d'embrassade, pas de baiser, pas de bruit agréable d'une famille arrivant pour déjeuner. Il n'y avait que le silence et une enveloppe Kraft sur la table en acajou. Roger, l'aîné, prit la parole. Il a toujours été le porte-parole, celui qui parle bien mais qui n'a jamais su serrer un boulon. Il rajusta sa cravate, bien que ce soit dimanche, et poussa le papier dans ma direction du bout des doigts, comme si cela allait lui brûler la peau. « Papa, nous avons longuement discuté avec des médecins, des avocats, c'est pour ton bien. » Sa voix tremblait légèrement, mais ses yeux étaient froids. « Nous avons signé ton admission dans un excellent EHPAD. L'endroit est le paradis. Des jardins, un personnel infirmier 24h/24. La voiture de l'établissement est déjà dehors en train d'attendre. » Je regardais les 3 autres. Claude fixait le sol, incapable de regarder son père dans les yeux. Marc se rongeait les ongles, une habitude qu'il n'a jamais perdue, même après avoir perdu la moitié de son patrimoine au jeu. Et Junior, mon petit dernier, s'appuyait contre la porte, les bras croisés, son visage montrant qu'il voulait juste que ce soit terminé pour pouvoir retourner à sa vie de luxe payée par mon allocation. Un EHPAD. Ma voix sortit ferme, sans le tremblement qu'ils attendaient. « Vous pensez que je suis fou ou juste trop vieux pour signer les chèques de l'entreprise ?»« C'est la démence sénile, monsieur Harold, » dit Marc avec impatience. Le médecin a expliqué. « Vous oubliez des choses. C'est dangereux de vivre seul dans cette immense maison. Et l'entreprise a besoin de sang neuf, une gestion moderne. » Je laissai échapper un rire sec et court. Oublier des choses. Je me souvenais du prix du gazole en 1998. Je connaissais par cœur la plaque d'immatriculation de chacun des 150 camions de notre flotte. Je savais exactement quel jour du mois chacun d'eux venait me demander de l'argent pour combler les trous qu'ils avaient creusés eux-mêmes. « Vous avez 1 heure, papa. » Roger interrompit mes pensées, tapotant la montre coûteuse que je lui avais offerte à Noël dernier. « 1 heure pour faire vos valises, vos affaires de toilette? Pas besoin de meubles. Ils ont tout là-bas. Nous fermons la maison dès que vous partez. » Je ressentis une douleur aiguë dans la poitrine, une douleur physique aiguë, comme si une de ces sangles de chargement s'était cassée et m'avait frappé en plein fouet. Ce n'était pas une douleur de maladie, c'était une douleur de trahison. Je regardais autour de cette pièce, chaque photo sur le mur, chaque bibelot sur l'étagère, chaque rayure sur le parquet avait une histoire. Ici, j'avais veillé sur leur père, mon défunt Gérald, un homme simple qui avait commencé avec une vieille camionnette Renault et beaucoup de rêves. Ici, j'avais soigné des genoux écorchés, des fièvres élevées et des chagrins d'amour causés par des petites amies ingrates. Et maintenant, il me donnait 60 minutes pour résumer toute une vie dans un sac de voyage. « La voiture attend », répéta Junior depuis la porte avec la froideur de quelqu'un qui expédie n'importe quelle marchandise. Je me levai de ma chaise. Mes genoux craquèrent, le seul signe que le temps avait passé pour mon corps. Mais mon esprit était affûté comme une lame de couteau. Je ne versai pas une larme. Pleurer leur donnerait la satisfaction de la victoire. Le plaisir de me voir comme le vieil homme fragile qu'ils avaient inventé dans ce faux rapport médical. « D'accord, » dis-je en lissant ma chemise, « si c'est pour mon bien, comme vous dites. » La surprise traversa le visage de Roger. Il s'attendait à des cris. Il s'attendait à ce que je m'accroche au cadre de porte, à ce que je supplie de rester chez moi. Il ne connaissait pas le père qu'il avait. Il voyait le père au foyer qui faisait de la brioche,
mais oubliait l'homme qui avait négocié avec des grévistes armés sur le bord de la route dans les années 80 pour assurer la livraison des marchandises. Je marchais lentement vers le couloir, sentant leur regard brûler mon dos. Je montais les escaliers marche par marche, posant ma main sur la rampe en bois massif que Gérald avait poncée de ses propres mains. J'entrais dans ma chambre et fermais la porte. Je ne la verrouillais pas. Pas besoin. Ils n'auraient pas le courage d'entrer. C'étaient des lâches, et les lâches ne regardent pas les victimes dans les yeux quand le coup est porté. Si vous appréciez cette histoire de justice et de rédemption, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à Les Conseils de Papy pour plus de leçons de vie puissantes. Commentez ci-dessous d'où vous regardez. J'adore entendre parler des téléspectateurs du monde entier. La chambre était sombre, les rideaux tirés contre le soleil fort de l'après-midi. Je m'assis au bord du lit un instant, permettant à mes mains de trembler juste quelques secondes. Je respirais profondément, sentant le parfum de lavande des draps. Je regardais le portrait de Gérald sur la table de nuit. « Tu vois ça, vieux têtu, pensais-je. Tu as trop gâté ces garçons. Tu leur as donné le poisson, la canne, et tu as même pêché pour eux. Maintenant, ils veulent tout le bateau. » Je me levai et attrapai ma valise de voyage, cette petite valise en cuir marron que j'utilisais pour les voyages à Paris pour gérer les affaires syndicales. Je l'ouvris sur le lit. Que prend-on quand on est expulsé de sa propre vie? Je rangeais 3 changes de vêtements, confortables mais élégants. Je n'allais pas à cet établissement habillé en haillons. Je rangeais mes médicaments pour la tension, mon chapelet en bois et le cadre photo avec la photo de Gérald. 40 minutes restantes. J'allais au placard, écartais les manteaux d'hiver que je ne portais presque jamais et cherchais le double fond dans le tiroir à chaussettes. Mes fils pensaient connaître la maison, pensaient savoir où se trouvait le coffre-fort, ce gros coffre derrière le tableau dans le bureau où nous gardions les vieux actes et de l'argent liquide. Ils avaient probablement divisé mentalement ce coffre 1 millier de fois déjà. Mais Gérald m'avait appris quelque chose. Ce qui est vraiment précieux, on le garde là où personne ne l'imagine. Je tirai le double fond du tiroir et en extirpai un mince classeur en cuir noir, presque imperceptible. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent ou de bijoux. Il y avait du papier et du pouvoir. Il y avait mon testament, mis à jour il y a 6 mois quand j'ai remarqué que les visites du dimanche se faisaient rares et que les questions sur « quand vas-tu céder la présidence » devenaient fréquentes. Mais ce n'était pas seulement le testament, il y avait aussi la procuration. Je n'ai jamais révoqué les actions préférentielles, me donnant le contrôle majoritaire de l'entreprise de transport. Et surtout, un dossier. Oui, un dossier. Parce qu'un père qui est un père connaît son fils, mais un homme d'affaires qui est un homme d'affaires audite même son ombre. Dans ce dossier, il y avait des reçus de détournement que Roger avait effectués à la succursale du Sud pour payer sa maîtresse. Il y avait des reconnaissances de dettes d'usurier que Marc avait signées au nom de l'entreprise. Il y avait des relevés des voyages d'affaires de Junior qui étaient en réalité des fêtes en yacht sur la Côte d'Azur. Et Claude, de Claude, il y avait la preuve de l'incompétence. Des contrats signés sans lire qui ont failli nous mettre en faillite en 2019 que j'ai dû annuler en coulisses sans qu'il le sache pour éviter d'humilier le pauvre garçon. Je serrai le dossier contre ma poitrine. Mon cœur battait fort, mais pas de peur. C'était de l'adrénaline, la même que je ressentais en concluant un contrat d'1 million d'euros. Il pensait m'interner pour prendre le contrôle. Il ne savait pas qu'en me retirant de la maison, il retirait mes contraintes émotionnelles. Dans cette maison, j'étais papa, et les papas pardonnent. Hors de cette maison, je serais juste Harold, l'actionnaire majoritaire. Et l'actionnaire majoritaire ne pardonne pas les pertes. Je regardais l'horloge. 20 minutes. J'allais à la salle de bain, me lavais le visage et appliquais mon rouge à lèvres rouge foncé, la même teinte que je portais lors de l'inauguration de notre siège social. J'arrangeais mes cheveux blancs en un chignon ferme. Je mis mes lunettes de lecture sur la chaîne dorée autour de mon cou. Je pris la valise d'une main et mon sac à main avec le dossier noir de l'autre. Le sac était lourd, non pas du poids des papiers, mais du poids de la décision que je venais de prendre. J'allais monter dans cette voiture, j'allais à cet établissement.
Je les laisserais penser qu'ils avaient gagné, car l'effet de surprise est l'arme la plus dangereuse en guerre, et ils venaient de déclarer la guerre à la seule personne qui savait où tous les cadavres étaient enterrés. Je descendis les escaliers. Le son de mes talons bas résonnait sur le bois, annonçant mon arrivée. Ils étaient dans le salon chuchotant. Ils se turent quand ils me virent. Roger regarda ma petite valise et sourit, un sourire de soulagement mêlé de mépris. « Très bien, papa. » Raisonnable comme toujours. Il essaya de prendre mon sac à main. « Laisse-moi porter ça. » Je le retirai d'un mouvement rapide et sec. « Ne touche pas à mon sac, Roger. » Ma voix sortit basse, mais tranchante comme une lame de rasoir. « La valise, tu peux la porter. Le sac reste avec moi. Ce sont mes documents personnels, des trucs de vieux. » Il retira sa main maladroitement. « Bien sûr, allons-y. » Le chauffeur s'impatiente. Nous sortîmes sur le perron. Le soleil de l'après-midi était magnifique, doré sur le jardin d'hortensia que j'entretenais avec tant de soin. Je regardais les fleurs une dernière fois. Elles seraient probablement mortes dans 1 mois sans mon arrosage, tout comme leur héritage serait mort avant même d'atteindre leurs mains. Une grande voiture noire aux vitres teintées était garée au portail. Un homme en uniforme blanc descendit pour ouvrir la porte arrière. Cela ressemblait à un corbillard de luxe, prêt à transporter le cadavre de ma liberté. Mes fils restèrent sur le perron. Aucun d'eux ne descendit jusqu'à la voiture avec moi. Ils restèrent là, alignés comme 4 vautours sur une ligne électrique, attendant la charogne. Claude avait encore la décence d'avoir l'air triste, mais pas assez pour descendre et m'arrêter. Avant de monter dans la voiture, je m'arrêtai. Je me tournai vers eux. Le vent décoiffa légèrement mes cheveux, mais je ne bougeais pas. Je fixais chacun d'eux, Roger l'avide, Claude le faible, Marc le joueur, Junior le gâté. « Vous avez oublié une chose, » dis-je assez fort pour qu'ils m'entendent depuis le perron. « Quoi, papa? Tu as oublié un médicament ?» demanda Junior, ayant déjà ma clé de voiture en main, la faisant tourner sur son doigt. Je ne répondis pas. Je souris, simplement, un demi-sourire qui fit froncer les sourcils de Roger. Vous avez oublié que c'est moi qui vous ai appris à marcher, et celui qui apprend à quelqu'un à marcher sait aussi quand tirer le tapis. Je montai dans la voiture et claquai la porte. Le chauffeur me regarda dans le rétroviseur avec ce regard de pitié réservé aux vieux jetés. « À l'établissement Les Jardins d'Hélène, monsieur ?» demanda-t-il. Je calai le sac sur mes genoux, sentant la texture du cuir du dossier où résidait mon pouvoir. « Oui, mon garçon. » Conduisait à l'établissement. Je regardais par la fenêtre, alors que la voiture s'éloignait, et vis mes fils entrer dans la maison riant, se tapant dans le dos. Laisse les garçons jouer au maître du monde pendant quelques jours. La voiture accéléra, laissant derrière 60 ans de vie et 4 étrangers que j'appelais autrefois mes fils. Ils m'ont donné 1 heure pour faire mes valises, pensant qu'ils terminaient mon histoire. Ils ne savaient pas que c'était juste le premier paragraphe d'un nouveau chapitre. Et dans ce chapitre, le stylo était dans ma main. J'appuyais ma tête sur le siège en cuir froid et fermais les yeux, mais pas pour dormir. Mon esprit fonctionnait à 1000 à l'heure. La première chose que je ferais en arrivant à cet établissement serait de demander un téléphone. S'ils pensaient que l'isolement suffirait à arrêter Harold de HNS Transport, ils se trompaient lourdement. La route défilait rapidement dehors. Le silence de la voiture était absolu. Mais à l'intérieur de moi, le bruit était celui de moteurs qui démarrent. Le vieil homme partait. Qui reviendrait? Il n'en avait aucune idée. La justice est lente, dit-on. Mais dans mon cas, elle arriverait dans un semi-remorque de 40 tonnes sans frein. Oh, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer ce qui se passe ensuite. Ce papa est sur le point de donner à ses fils une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Le portail en fer forgé de l'établissement. Les jardins d'Hélène se referma derrière moi avec un bruit sourd, lourd, définitif. Le son me rappelait une porte de conteneur se scellant au port, enfermant la marchandise pour un long voyage. Seulement cette fois, la marchandise, c'était moi. La voiture noire manœuvra sur l'entrée pavée, glissant en douceur jusqu'à la réception qui ressemblait plus à un hall d'hôtel 5 étoiles.
Lustres en cristal, tapis persans, fauteuils en velours, tout très beau, tout très cher, tout payé avec l'argent que j'avais sué pour gagner et que mes fils dépensaient maintenant pour se débarrasser de moi. Roger avait dit que c'était le paradis. Il avait oublié que même le paradis a des barreaux et qu'une belle cage ne donne pas d'aile à ceux qui sont nés pour voler. Le chauffeur, un jeune homme silencieux suivant les ordres sans question, m'ouvrit la porte. Je descendis lentement, sentant la climatisation froide de l'établissement se heurter à ma peau chaude. Mon sac était fermement sous mon bras, collé à mes côtes. Le chauffeur laissa la petite valise à l'entrée. « Monsieur Harold, quel plaisir de vous accueillir !» Une grande femme en tailleur beige impeccable et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux vint à ma rencontre. « Je suis docteur Claudine, la directrice de l'unité. Vos fils ont parlé merveilleusement de vous. Ils ont dit que j'étais sénile. C'est ce qu'ils ont dit, pensai-je, mais gardez mon visage serein. Je souris ce sourire de grand-père qui veut juste faire des mots croisés. Le déguisement parfait. « Très gentil de votre part, ma chère, » répondis-je, épaississant un peu ma voix pour paraître plus fragile. L'endroit est très impressionnant. Faisons votre inscription et emmenons-vous à vos quartiers. Vous allez adorer notre routine. Nous avons de la musicothérapie le mardi, de l'aquagym. Pendant qu'elle parlait, mes yeux scannaient l'environnement. Je ne cherchais pas la beauté de la décoration. Je cherchais les sorties de secours, les caméras de sécurité, le flux du personnel, une habitude prise à force de passer une vie à s'inquiéter de la logistique et du vol de marchandises. Je vis 2 caméras dans la réception, une dans le couloir principal. Le bureau de la réceptionniste avait un ordinateur et un téléphone fixe. Il y avait un garde de sécurité discret près de l'ascenseur. « Je dois récupérer vos affaires pour l'inventaire, cher, » dit docteur Claudine en tendant la main vers mon sac. « C'est la politique de la maison pour votre sécurité. » Je sentis un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Si elle mettait la main sur le dossier noir, le jeu se terminerait avant d'avoir commencé. S'ils voyaient le dossier, ils appelleraient Roger immédiatement. « Oh, ma chère !» Je serrai le sac plus fort, faisant un visage impuissant. Dans ce sac, je n'ai que ma Bible, mon chapelet et des photos de ma défunte femme. Vous savez comment c'est. Des trucs de veuf, pas de bijoux ni d'argent. Mes fils ont tout pris. La femme hésita, regarda mon visage ridé, les lunettes pendantes sur la chaîne, la façon inoffensive dont je la regardais. Elle voyait Monsieur Harold, pas le président de HNS Transport. Son préjugé était ma première victoire. « D'accord », céda-t-elle avec un soupir condescendant. « Mais s'il y a un objet tranchant ou des médicaments, vous devez me les donner. »« Seulement la parole de Dieu, ma chère, et elle coupe, mais c'est du péché, » répondis-je, utilisant un langage que je savais fonctionnerait. Elle sourit maladroitement et me guida vers l'ascenseur. La chambre 304 était luxueuse, je dois l'admettre. Balcon donnant sur le jardin, lit king size, salle de bain adaptée avec des barres d'appui chromées. Mais la première chose que je remarquai ne fut pas le confort. Ce fut l'absence. Il n'y avait pas de téléphone dans la chambre. « Et si je veux parler à ma famille ?» demandai-je pendant qu'une infirmière déballait ma valise, rangeant mes 3 changes de vêtements comme s'ils étaient des uniformes de prisonniers. « Nous avons des horaires pour les appels, monsieur Harold. » L'infirmière, dont le badge indiquait Solange, me parlait comme si j'avais 5 ans. « Vos fils ont laissé des instructions strictes. Ils ont dit que vous vous agitez beaucoup au téléphone. » Confus, ils ont demandé une période de détox numérique pour votre adaptation, peut-être dans 1 semaine. 1 semaine. En 1 semaine, Roger et Marc auraient le temps de signer des contrats, vendre des actifs et peut-être même essayer de modifier les statuts de l'entreprise. Ils étaient intelligents. Ils avaient coupé ma communication. Pas de téléphone, pas d'internet. J'étais juste un vieil homme, isolé dans une tour d'ivoire. Je m'assis dans le fauteuil près de la fenêtre quand je fus seul. Le soleil se couchait, teignant le ciel d'orange, la même couleur que les camions de notre flotte. J'ouvris mon sac et cherchai le dossier en cuir. Il était là, en sécurité. Mais à quoi bon avoir des munitions si je n'avais pas de gâchette? J'avais besoin d'un téléphone ou d'un ordinateur. La nuit tomba,
et le silence dans l'établissement était troublant. Ce n'était pas le silence de la paix, c'était le silence de la sédation. Au dîner, je fus emmené à la cafétéria. Beau lustre, nourriture sans sel. Je regardais autour de moi. Il y avait des dames et des messieurs, des gens qui, par leurs vêtements, venaient de familles aisées. Mais leur regard était vide. Beaucoup bavaient légèrement du coin de la bouche, drogués pour ne pas causer de problème. « Tenez, cher, pour bien dormir. » L'infirmière Solange plaça une petite tasse avec 2 pilules colorées à côté de mon assiette de soupe. « Qu'est-ce que c'est ?» lui demandai-je. « Des vitamines et un relaxant. Le médecin l'a prescrit. » Je pris la tasse, regardai les pilules. Je reconnus cette petite bleue. C'était un sédatif fort, un dompteur de lion, comme l'appellent les chauffeurs. Si je prenais ça, mon esprit serait embrumé. Je perdrais le seul avantage que j'avais, ma lucidité. Je fis semblant de prendre une gorgée d'eau et jetai les pilules dans ma bouche. Avec ma langue, je les poussai dans ma joue. Une astuce que j'avais apprise en regardant mon mari faire semblant de prendre ses médicaments pour le foie. J'avalai l'eau, souris à l'infirmière, et dès qu'elle tourna le dos, je crachai les pilules dans la serviette en papier, la pliai et la mis dans ma poche. Cette nuit-là, allongé dans le lit étranger, je ne dormis pas. Je restai à écouter les sons du bâtiment. Des pas dans le couloir à 2 heures du matin, le bourdonnement des ascenseurs de service, le son d'un camion poubelle dehors. Camion. Mon esprit cliqua. Logistique. Chaque endroit a besoin de logistique. Cet établissement consomme de la nourriture, des médicaments, des produits de nettoyage, de l'oxygène. Tout cela arrive sur roues. Et là où il y a des roues, il y a des chauffeurs. Et là où il y a des chauffeurs, il y a mes gens. Je me levais avant le lever du soleil. Mes genoux me faisaient mal. L'humidité du lieu était différente de celle de ma maison, mais j'ignorais la douleur. Je mis ma meilleure tenue en lin, peignai mes cheveux blancs et appliquai mon rouge à lèvres. Si j'allais à la guerre, j'irais en uniforme. Je descendis au jardin dès qu'ils libérèrent les chambres à 7h. L'air était frais. Je marchais sur les allées de pierre, faisant semblant d'admirer les orchidées, mais mes yeux cherchaient la zone de service. Je la trouvais à l'arrière, cachée par une haie d'hibiscus. Il y avait du mouvement. Une camionnette blanche Peugeot déchargeait des cartons de fourniture. Le chauffeur, un homme trapu, environ 50 ans, avec une serviette sur l'épaule et une casquette tournée vers l'arrière, vérifiait un presse-papier. Je m'approchais lentement. Le garde de la guérite de sécurité était distrait sur son téléphone. Ironie du sort, il avait ce dont j'avais le plus besoin et ne le valorisait pas. Je m'arrêtai près de la haie. Le chauffeur de la camionnette jurait sous son souffle quand un carton tomba. « Mais c'est quoi ce bordel de bon de livraison ?» grommela-t-il, essuyant la sueur de son front. « C'est une erreur de facturation ou une confirmation de livraison manquante ?» demandai-je d'une voix ferme. L'homme sursauta et me regarda. Il vit un homme de 74 ans, debout au milieu des buissons. « Bonjour, monsieur », dit-il un peu maladroitement. « Juste quelques problèmes avec la paperasse ici, des trucs de livraison. Si le manifeste ne correspond pas à la cargaison, ne signez pas le reçu, dis-je en m'approchant. Règle numéro 1. Si vous signez, la perte est pour vous. » Il me regarda avec curiosité, plissant les yeux. Ce n'était pas le discours d'un grand-père de maison de retraite. C'était le discours de la route. Vous comprenez ce genre de choses, monsieur? Fils, je transporte la France sur mon dos depuis avant ta naissance. Je suis Harold de HNS Transport. Les yeux de l'homme s'écarquillèrent. Il enleva sa casquette dans un geste automatique, presque instinctif de respect. Dans le monde du transport, HNS Transport était une légende. 30 ans de paiement ponctuel, des tarifs de fret équitables, du respect pour les routiers. Monsieur Harold, le roi de la route. Il semblait incapable d'y croire. Mon père a travaillé pour vous dans les années 90. Le mulet de fer, vous vous souvenez? Je souris, un vrai sourire pour la première fois en 24 heures. Je me souviens, c'était un Mercedes 1113 bleu. Votre père était Thomas de Toulouse. C'est ça, je m'appelle Clément. Il sourit, montrant une dent en or. Mais qu'est-ce que vous faites ici, monsieur? J'ai entendu dire que vous dirigiez toujours tout au bureau. Je prends des vacances forcées, Clément.
dis-je en baissant la voix et en regardant autour de moi. Mes fils pensent que je suis trop vieux. Ils m'ont enfermé ici et ont pris mon téléphone. L'expression de Clément changea. Le respect se transforma en indignation. La classe ouvrière comprend l'injustice mieux que quiconque, et les routiers détestent la trahison. Ils ont pris votre téléphone, monsieur, c'est dégueulasse. Gérald se retournerait dans sa tombe. Clément, j'ai besoin d'un service. J'allais droit au but, pas de temps à perdre. Je n'ai pas besoin d'argent ni de sauvetage. J'ai besoin d'une ligne. J'ai besoin de passer un appel. Il regarda le garde de la guérite de sécurité, puis moi. Sans hésiter, il mit la main dans la poche de son jean usé et sortit un téléphone portable avec un écran fissuré. Il a du crédit dessus, monsieur Harold. Vous pouvez l'utiliser. Je vais occuper le vérificateur ici. Je pris l'appareil avec des mains tremblantes. Ce morceau de plastique et de verre bon marché valait plus que tout l'or que j'avais laissé dans le coffre-fort de la maison. Je composais le numéro de mémoire. Ce n'était pas mon numéro de maison, ni celui de l'entreprise. C'était le numéro personnel du docteur. Otto, mon avocat personnel depuis 30 ans. Le seul que Roger ne pouvait pas acheter parce qu'Otto avait des principes et parce que je payais le triple. Ça sonna 1 fois, 2 fois, 3 fois. « Allô ?» La voix endormie d'Otto répondit. « Otto, c'est moi. Ne dis pas mon nom, écoute juste. »« Harold, mon Dieu, où es-tu » Roger m'a appelé en disant que tu avais eu un malaise, que tu étais incommunicado dans un établissement. Je préparais un habeas corpus, mais ils ont un rapport médical. Oublie l'habeas corpus pour l'instant, Otto. Le rapport est faux, mais on démolira ça plus tard. Pour l'instant, je dois arrêter l'hémorragie. Ma voix prit le ton autoritaire qui faisait trembler les murs des salles de conseil. Ils pensent avoir l'entreprise parce qu'ils ont ma chaise, mais ils ont oublié qui a les mots de passe bancaires principaux. Que veux-tu que je fasse? Active le protocole de rupture d'urgence maintenant. J'entendis le silence à l'autre bout de la ligne. Le protocole de rupture d'urgence était une mesure de sécurité extrême que nous avions créée il y a 10 ans pour les cas d'enlèvement ou de coercition. Il bloquait tous les comptes holding, gelait les virements et mettait les actifs de l'entreprise en statut d'audit médico-légal immédiat. Personne dedans, personne dehors, pas un centime. Harold, cela va paralyser la flotte, causer le chaos. Les garçons ne pourront même pas payer le carburant de la semaine prochaine. Exactement, Otto. Je regardais le jardin bien entretenu de l'établissement, imaginant le visage de Roger quand la carte d'entreprise serait refusée au restaurant de luxe. Ils veulent jouer aux hommes d'affaires, alors ils vont apprendre la première leçon. Sans trésorerie, le moteur se grippe. Et toi, tu es en sécurité? Je suis au centre de distribution, Otto, plaisantai-je en regardant Clément qui gardait l'entrée. J'ai mes contacts, bloque tout et prépare la paperasse pour la reprise. Je veux un audit sur chaque facture que Marc a émise au cours des 5 dernières années. Compris? Considère que c'est fait. Dans 10 minutes, l'Empire s'arrête. Je raccrochai et effaçai l'enregistrement de l'appel. Je rendis le téléphone à Clément. Merci, fils. Tu ne sais pas ce que tu viens de faire. Je le sais, monsieur Harold. J'aide le patron à mettre de l'ordre dans la maison. Il fit un clin d'œil. Je viens ici tous les lundis et jeudis. Si vous avez besoin de quelque chose, restez tranquille et dites aux gars de la route. Harold n'a pas pris sa retraite. Il s'est juste arrêté pour faire le plein. Je retournai au jardin principal avec mon cœur battant dans un rythme régulier et fort. Je marchai jusqu'à un banc en bois sous un arbre feuillu et m'assis. J'ouvris mon sac, sortis mon chapelet et commençai à prier comme un bon vieux homme inoffensif. Pendant que je passais les perles en bois entre mes doigts, je commençais à imaginer ce qui se passait là-bas. En ce moment, Roger devait arriver au bureau, s'asseoir dans mon fauteuil en cuir, mettre ses pieds sur mon bureau en acajou. Il devait appeler la secrétaire, commander un expresso et se sentir comme le roi du monde. Bientôt, son téléphone sonnerait. Ce serait le directeur de banque. « Monsieur Roger, nous avons un problème. Les comptes sont gelés, tous. » Puis Claude appellerait du service d'achat. « Roger, les fournisseurs de gazole n'ont pas reçu l'avance. Ils coupent l'approvisionnement. Et Junior. Oh,
Junior appellerait du concessionnaire d'importation où il essayait probablement d'acheter une nouvelle voiture avec le bonus qu'il pensait obtenir. La voiture n'est pas passée, frérot. Ça montrait bloqué. Un fin sourire naquit sur mes lèvres. Il m'avait donné 1 heure pour quitter la maison. J'avais pris moins de 5 minutes pour leur retirer le sol sous leurs pieds. Je regardais mes mains. C'étaient des mains ridées avec des taches de vieillesse, des veines proéminentes, des mains qui avaient lavé du linge dans des bacs en ciment, qui avaient changé des pneus de camion sous la pluie, qui avaient signé des contrats de millions d'euros. Il regardait ses mains et voyait la faiblesse, voyait le passé. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que le passé est la fondation. Et quand on touche à la fondation d'un bâtiment sans savoir ce qu'on fait, le toit s'effondre sur la tête. Docteur Claudine apparut à la porte vitrée donnant sur le jardin, me faisant signe. « Monsieur Harold, c'est l'heure de la thérapie occupationnelle. Nous allons faire de la peinture sur toile aujourd'hui. » Je me levai lentement, m'appuyant sur le banc. Je rangeai le chapelet. « J'arrive, cher !» criai-je en retour avec une voix tremblante. Je marchais vers elle, docile comme un agneau. À l'intérieur, j'étais un loup qui venait juste d'enfermer les renards dans le poulailler et de jeter la clé. Il voulait mon internement. Eh bien maintenant, j'étais en sécurité ici avec un lit, de la nourriture et des vêtements propres. Eux, là-bas, allaient affronter le vrai enfer. Et le meilleur de tout, sans papa pour nettoyer le désordre. J'entrai dans la salle d'art, pris un pinceau et regardai la toile vierge. La professeure, une jeune femme animée, demanda « Qu'allez-vous peindre aujourd'hui, monsieur Harold? Un paysage, des fleurs ?» Je trempais le pinceau dans la peinture rouge, un rouge vif, couleur d'alerte, couleur de perte, couleur de sang. « Non, ma chère, » répondis-je en commençant à tracer des lignes fermes sur la toile. « Aujourd'hui, je vais peindre une tempête. » Et le premier coup de tonnerre était sur le point d'éclater sur les téléphones de mes fils. La suite continue avec l'adaptation complète du reste de l'histoire, en maintenant tous les éléments culturels français, les noms de lieux français, les références culinaires françaises, pot-au-feu, brioche au lieu de cornbread, les systèmes juridiques français, EHPAD au lieu d'Assisted Living Facility, et tous les appels à l'action pour les conseils de papy. La narration reste à la première personne du point de vue d'Harold. Si les choses s'intensifient. Si vous adorez ce cours magistral stratégique, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à Les Conseils de Papy. Laissez un commentaire en me disant d'où vous regardez. Êtes-vous dans l'équipe Harold ou les fils méritent-ils une autre chance? Le jeudi, jour de livraison, j'allais trouver Clément à l'arrière. Cette fois, je n'avais pas besoin de me cacher autant. La sécurité de l'établissement était plus détendue avec moi. Après tout, j'étais le gentil grand-père qui peignait des tableaux. Clément déchargeait des cartons de couches pour adultes. Il avait l'air tendu. « Monsieur Harold », chuchota-t-il, en s'appuyant sur la clôture. « Les choses deviennent folles là-bas. Dis-moi tout, Clément. La flotte de la succursale de Marseille s'est arrêtée tôt ce matin. Bas de gazole, la station partenaire a coupé le crédit. Les chauffeurs sont furieux, monsieur. Ils ont découvert que la direction n'avait pas payé les indemnités de repas. Les gens parlent d'une grève générale lundi. « Excellent, » répondis-je sèchement. « Et mes fils ? Roger a viré votre vieille secrétaire, Madame Marthe, parce qu'elle ne savait pas où était le carnet des mots de passe principaux. Claude... Eh bien, on dit que Claude s'est présenté à l'entreprise avec un œil au beurre noir aujourd'hui. Il paraît que les collecteurs de dettes n'aiment pas les retards. » Je ressentis un pincement de pitié pour Claude. Il a toujours été le plus faible, celui qui suivait les autres, mais la pitié ne paie pas les factures. Et il a signé mes papiers d'internement avec ses frères. On récolte ce que l'on sème. « Clément, fais attention !» Je sortis un morceau de papier plié de la poche de ma chemise. C'est le numéro de téléphone du président du syndicat des routiers, Grand Mac. C'est mon pote. Appelle-le. Dis-lui que le patriarche a envoyé un message. Quel est le message, monsieur Harold? Dis-lui que la direction actuelle est illégitime, et si la grève éclate, il devrait garer les camions devant la maison de Roger dans le lotissement du parc des Érables. Pas à l'entreprise, devant sa maison.
Je veux voir le quartier chic gérer 50 semi-remorques klaxonnant à 5 heures du matin. Clément laissa échapper un rire étouffé, secouant la tête avec admiration. Vous êtes le diable, monsieur Harold. Je suis juste un père qui éduque ses enfants, Clément. Parfois, la fessée doit être publique. Le week-end à l'établissement fut tendu. Je ne reçus aucune visite, mais je sentais l'électricité dans l'air. Docteur Claudine me regardait de travers, probablement parce que le chèque de paiement mensuel avait dû être rejeté. Je mangeais ma soupe et priais mon chapelet, l'image de la sérénité. Mais à l'intérieur, j'étais un loup qui venait juste d'enfermer les renards dans le poulailler et de jeter la clé. Mais le lundi, apporta la confrontation que j'attendais. J'étais dans ma chambre quand la porte s'ouvrit sans frapper. Ce n'étaient pas des infirmières, c'étaient tous les quatre. Roger, Claude portant des lunettes de soleil pour cacher son œil au beurre noir, Marc et Junior. Et cette fois, il n'y avait pas de masque de bon fils. Ils entrèrent comme un gang. Junior verrouilla la porte et s'y adossa. La pièce semblait trop petite pour tant d'ego blessés et de testostérone bon marché. Le théâtre est terminé, Harold. Roger siffla. Il ne m'appela même pas papa. Nous savons que c'était toi. Je continuais assis dans le fauteuil, tricotant une écharpe qui ne serait jamais terminée. Moi? Moi quoi? Otto, dit Marc, sa voix tremblant de rage. L'avocat de la banque a laissé échapper. Il a dit qu'un ordre d'audit médico-légal avait été déposé par Dr Otto au nom de l'actionnaire majoritaire. Tu as tout bloqué. Ah, Otto. J'arrêtai de tricoter et posai les aiguilles sur mes genoux. C'est un homme bien, toujours très efficace. As-tu une idée de ce que tu as fait? Junior cria depuis la porte. Il y a des routiers qui font un barbecue sur mon trottoir. La police ne peut pas les enlever parce que c'est une manifestation syndicale pacifique. Ma femme a quitté la maison avec les enfants. Tu as détruit ma vie. Vous m'avez donné 1 heure, vous vous souvenez? Je parlais doucement, mais ma voix remplit la pièce. Je me levai lentement. Je n'avais pas besoin de soutien. Je me tins droit, face à eux. Le vieil homme sénile était parti se promener. Celui qui était ici était le propriétaire de la flotte. 1 heure pour emballer 60 ans. Vous pensiez pouvoir me jeter comme un pneu usé et garder le camion qui roule. Tu vas débloquer les comptes maintenant. Roger avança d'un pas menaçant. Où nous allons déposer une interdiction totale. Nous prouverons que tu es fou, que tu dissipes le patrimoine. Je laissai échapper un rire court. Dissiper. Roger, tu as détourné 200 000 € de la succursale du Sud pour acheter un appartement à cette petite amie, à toi, à Cannes. Je vis la couleur quitter son visage. Et toi, Marc, les factures de maintenance frauduleuses. Nous avons changé le même moteur Scania 4 fois dans le même mois. Tu penses que je ne lis pas les rapports? Le silence qui tomba dans la pièce était lourd, suffocant. Claude baissa la tête. Junior arrêta de faire tourner la clé de voiture sur son doigt. Ils réalisèrent que ce n'était pas juste un blocage bancaire. Je savais tout. Le dossier, chuchota Marc. Le dossier noir qui a disparu du coffre-fort. Il est dans un endroit très sûr, confirmai-je, en marchant vers la fenêtre et en regardant le jardin. Et il y a des copies. Beaucoup de copies. Si quelque chose m'arrive, disons si j'ai un accident ici à l'établissement ou si ma santé se dégrade mystérieusement, ce dossier va directement au fisc et à la brigade financière. Je me tournai vers eux. Ils ressemblaient à des garçons effrayés qui avaient cassé le vase préféré de maman. Seulement le vase était une entreprise de 40 ans, et maman n'allait pas leur tapoter la tête. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda Claude, sa voix étranglée. « On va te sortir d'ici, te redonner la présidence. Arrête juste ça, s'il te plaît. L'usurier a dit qu'il allait me casser les jambes demain. » Je regardais Claude. L'œil au beurre noir sous les lunettes de soleil était réel. Sa douleur était réelle, mais la leçon n'était pas encore terminée. Si je cédais maintenant, ils redeviendraient les mêmes parasites dans 6 mois. « Non, répondis-je fermement. Ça me plaît ici. La nourriture est fade, mais la compagnie est meilleure que la vôtre. Je reste. » Rester? Roger faillit s'étouffer. Mais qu'en est-il de l'entreprise? Le blocage?
L'entreprise reste arrêtée jusqu'à ce que vous appreniez la valeur de chaque centime que j'ai sué pour gagner. » Je m'approchai de Roger et rajustai le col de sa chemise dans un geste paternel qui le fit frémir. « Vous vouliez jouer au propriétaire ? Alors résolvez-le, négociez avec le syndicat sans argent, gérez les créanciers sans garantie, faites de la magie. »« Papa, c'est de la folie. L'entreprise va faire faillite dans 1 semaine. » Gémit Junior. « Si elle fait faillite, elle fait faillite. J'ai construit à partir de 0 une fois. Je reconstruirai. J'ai les connaissances. Vous n'avez que la cupidité. » Je retournai à mon fauteuil et repris mon tricot. « Maintenant, sortez. C'est l'heure de mon feuilleton. Et dites à Dr Claudine que son paiement sera en retard ce mois-ci. » Ils restèrent figés un moment, stupéfaits, incapables de traiter l'inversion de pouvoir. Moi, le prisonnier, j'avais la clé de leur cellule. Eux, les geôliers, étaient piégés dans la liberté qu'ils voulaient tant. Un par un, ils quittèrent la pièce. Le son de leurs pas dans le couloir était le son de la défaite. J'étais seul à nouveau. La pièce était silencieuse, mais mon esprit était bruyant. J'avais appuyé sur le bouton nucléaire. L'entreprise saignait. Mes fils étaient en réel danger. Claude pourrait vraiment se faire blesser. Je sentis un serrement dans mon cœur. C'était l'instinct paternel qui criait de les sauver, de signer le chèque, de tout arranger comme je l'avais toujours fait. Mais je ravalais les larmes. Si je les sauvais maintenant, je les perdrais pour toujours. Ils devaient toucher le fond pour découvrir que le sol sur lequel ils marchaient était fait de mon sacrifice. Je regardais le téléphone que Clément m'avait donné plus tôt, que je cachais sous le matelas. Oui, il m'avait procuré un vieil appareil pour les urgences. Il était temps de préparer l'acte 2. La destruction était faite. Maintenant, je devais planifier la reconstruction. Mais cette fois, la fondation ne serait pas faite que de béton et d'acier. Elle serait faite de respect. Et le respect, malheureusement, est une marchandise qui coûte très cher. Je pris le téléphone portable et envoyai un court message à Otto. « Laisse saigner 2 jours de plus, puis prépare la salle du conseil. Le vieil homme revient, mais pas seul. » Je rangeai le téléphone et regardai mon tricot. J'avais lâché une maille. Je la défis et recommençai. Dans la vie, comme dans le tricot, parfois il faut tout défaire pour réparer ce qui ne va pas. Et mes fils étaient un enchevêtrement de nœuds que j'aurais beaucoup de travail à démêler. 2 jours. C'était le temps exact qu'il fallut pour que l'empire de carton de mes fils s'effondre sous la pluie acide de la réalité. Je regardais tout cela à la télévision 40 pouces dans la salle commune de l'établissement, assis dans mon fauteuil préféré, pendant que les autres résidents somnolaient au son des émissions de cuisine. Mais je ne regardais pas des recettes de gâteaux. Je regardais les informations locales. L'image à l'écran était chaotique, mais pour moi, elle ressemblait à une symphonie dirigée à distance. Manifestation de routiers paralyse l'entrée du lotissement de luxe du Parc des Érables, disait le gros titre en lettres rouges. La caméra montrait une file interminable de semi-remorques, de tracteurs et de doubles remorques garées, bloquant le portail principal où vivait Roger. Le son des klaxons était assourdissant, même à travers la télé. Je vis un reporter interviewer Grand Mac, mon pote du syndicat, qui parlait avec l'éloquence de quelqu'un qui a à la fois le droit et les callosités pour le prouver. On ne partira pas d'ici tant que la direction ne paiera pas ce qu'elle doit. Grand Mac criait dans le micro. Et on veut parler à Monsieur Harold. Cette nouvelle direction n'honore pas le pantalon qu'elle porte. Je souris en prenant une gorgée de tisane tiède. C'était de la musique à mes oreilles. Mais le sourire mourut quand la caméra passa à une image tremblante de téléphone portable, montrant Claude escorté par des agents de sécurité hors du siège de l'entreprise, avec un groupe de créanciers criant à la porte. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 48 heures. L'œil au beurre noir était pire, enflé, fermant presque complètement la vision du côté gauche. Mon cœur de père se serra. C'était une douleur physique, un coup de poignard aigu qu'aucun médicament dans cet établissement ne pouvait guérir. Voir un fils souffrir, même si c'est de sa propre faute, va contre nature. Je voulais appeler Otto tout de suite et lui dire d'arrêter tout. « Assez, dirais-je.
Paie les dettes, libère l'argent, mais ma main resta ferme sur la coudoir. Si je les sauvais maintenant, je les condamnerais à être des garçons gâtés pour toujours. L'acier ne durcit que dans le feu, et ils devaient brûler un peu plus pour devenir des hommes. Monsieur Harold. La voix de docteur Claudine me tira de mes pensées. Je me tournai lentement. La posture de la directrice avait changé. L'arrogance polie de quelqu'un qui traite avec un vieil homme jetable avait disparu. À sa place se trouvait l'anxiété nerveuse. Elle tenait un presse-papier contre sa poitrine comme un bouclier. « Oui, ma chère », répondis-je en maintenant le personnage serein. « Il y a eu un petit problème administratif avec votre paiement mensuel prépayé. Le chèque que votre fils Roger a laissé, eh bien, la banque l'a retourné pour insuffisance de fonds. » Elle avala difficilement. « Et nous avons essayé de contacter les autres responsables, mais personne ne répond. » Le doux son des chèques qui rebondissent. Roger, qui se vantait toujours d'avoir un crédit illimité, ne pouvait maintenant même pas payer pour la maison de retraite de luxe où il avait enfermé son père. Quelle honte, docteur Claudine. Je fis une grimace désapprobatrice. Mes garçons doivent être très distraits. Vous savez comment sont les têtes des jeunes de nos jours, pleines d'air. Vous comprenez que nous ne pouvons pas maintenir l'hébergement sans garantie. Elle essaya d'être ferme, mais ses yeux continuaient à se diriger vers la télé où l'image du chaos de l'entreprise passait en boucle. Elle avait dû déjà faire 2 + 2. Le vieil homme sénile de la chambre 304 était le propriétaire de cet ouragan aux informations. « Ne vous inquiétez pas, cher. » Je me levai, lissai ma chemise et enlevai mes lunettes de lecture. Mon séjour ici est terminé. Mon chauffeur vient me chercher dans 10 minutes. Mais vous ne pouvez pas partir, monsieur. Le rapport médical, l'internement involontaire. Je m'approchai d'elle, envahissant son espace personnel. Je n'avais pas besoin de me mettre sur la pointe des pieds pour paraître plus grand. Ma présence remplissait la pièce. Le rapport est faux, docteur Claudine, et vous le savez. Vous avez accepté mon internement sans examen, juste avec la parole de 4 hommes qui ont payé des honoraires d'urgence grassement. Je vis la panique surgir dans ses yeux. Mon avocat, docteur Otto, arrive avec un huissier de justice et une équipe médicale indépendante pour une évaluation. Si j'étais vous, je commencerais à préparer des excuses pour le conseil de l'ordre des médecins. Elle pâlit, reculant de 2 pas. « Monsieur, je ne savais pas. Ils ont dit que c'était pour votre sécurité. » Et c'était. Je souris, un sourire froid. C'était l'endroit le plus sûr au monde pour moi pour planifier ma vengeance. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une entreprise à sauver. Je la laissai balbutier dans le hall et aller dans la chambre chercher ma valise. Je n'ai pas tout pris. J'ai laissé la literie de l'établissement et les médicaments que je n'avais jamais pris. J'ai seulement pris mon sac avec le dossier, la petite valise en cuir et ma fierté, qui pesait maintenant 2 fois plus lourd. Quand je descendis, Otto était dans la réception. Il n'était pas seul. Il y avait 2 policiers en civil et un huissier de justice. Docteur Claudine signait des papiers avec des mains tremblantes, suant froid dans la climatisation. « Harold !» Otto vint m'embrasser. L'odeur de vieille eau de Cologne et de tabac était l'odeur de la liberté. « Ça va? Ils t'ont fait du mal? La seule blessure ici sera aux égaux de mes fils, Otto, » ajustai-je mes cheveux. « La voiture est dehors ?» La voiture est Clément. Il a insisté pour conduire son propre camion. Il a dit que le patron ne monte pas dans un Uber. Je laissai échapper un bon rire libre. Je sortis par la porte d'entrée de l'établissement sans regarder en arrière. Le soleil de l'après-midi frappa mon visage et je respirai profondément l'air pollué de la région parisienne. Il avait le goût de la victoire. Dans la rue, garé illégalement et prenant 3 places, se trouvait le camion de Clément, un Scania rouge, poli, brillant comme un bijou. Il était à la porte, souriant d'une oreille à l'autre. « La voiture est arrivée, monsieur Harold !» cria-t-il. Je montai dans la cabine avec son aide. Mes genoux se plaignirent, mais la sensation d'être en hauteur, de voir le monde d'en haut, valait n'importe quelle douleur. Au siège social, Clément, voyons ce qui reste de mon bureau. Le trajet vers HNS Transport fut rapide.
Clément coupa à travers le trafic avec l'habileté de quelqu'un qui connaît chaque nid de poule dans l'asphalte. Quand nous arrivâmes à la cour de l'entreprise, la scène était de guerre. Il y avait des banderoles, des pneus brûlés sur le trottoir, l'odeur de caoutchouc brûlé entrait par les fenêtres, et beaucoup de gens criaient. Mais quand le camion rouge apparut au coin de la rue, et que Clément klaxonna dans un rythme spécifique, 3 courts, 2 longs, le vieux code annonçant l'arrivée du patron, le silence se répandit comme une vague. Je descendis. Otto gara sa voiture juste derrière. Grand Mac, le leader syndical, vint en courant. Lui, un homme d'1,95 m avec une barbe grisonnante, avait des larmes dans les yeux. « Monsieur Harold, Dieu merci, vous êtes vivant. Il disait que vous baviez dans une maison de retraite. » « Les mauvaises herbes ne meurent pas facilement, Mac. » Je serrai sa main calleuse. « Dis à tout le monde d'éteindre les feux et de dégager les portails. Le paiement sort aujourd'hui. » « Vous le garantissez, monsieur ? » « Je suis Harold, Mac. Ma parole a-t-elle déjà rebondi ?» Il secoua la tête, enleva sa casquette par respect et se tourna vers la foule. « Dégagez tout, les gars. Le patron est de retour. Monsieur Harold est de retour. » Le cri de célébration qui explosa dans la cour fit trembler le sol. Des employés administratifs apparurent aux fenêtres, applaudissant. Je sentis une forte émotion dans ma gorge, mais je la ravalai. Ce n'était pas le moment de pleurer, c'était le moment de récupérer. J'entrai dans le bâtiment administratif. Le garde de la réception, Joël, faillit me saluer. L'ascenseur privé était bloqué, mais j'avais la clé maîtresse dans mon sac. Je montais directement au 10e étage. Le penthouse où se trouvait le bureau du président. Le couloir était silencieux, un contraste brutal avec le bruit dehors. La nouvelle secrétaire, une jeune femme que je ne connaissais pas, essaya de m'arrêter. « Vous ne pouvez pas entrer là, monsieur. Ils sont en réunion de crise. »« Ma chère, je suis la crise. » Je poussai les doubles portes en acajou et entrai. La scène que je trouvais dans la salle du conseil était pathétique. La table ovale, qui avait vu des signatures sur des contrats qui avaient changé le secteur de la logistique du pays, était couverte d'emballages de fast-food, de canettes de boissons énergisantes et de papier froissé. L'air était vicié, sentant la sueur et la peur. Mes 4 fils étaient là. Roger était assis dans ma chaise en bout de table, mais il avait l'air petit dedans. Sa cravate était défaite, sa chemise tachée de café. Marc faisait les 100 pas, rongeant ce qui restait de ses ongles. Junior était affalé sur un canapé dans le coin, la tête dans les mains. Et Claude était assis près de la fenêtre, tenant une poche de glace contre son visage. Quand la porte claqua derrière moi, ils sursautèrent. Le silence qui s'installa était absolu. Ils me regardèrent comme s'ils voyaient un fantôme. Un fantôme en costume de lin et sac à main en cuir. « Papa !» chuchota Roger. Sa voix se brisa. Je marchai lentement vers la table. Le son de mes talons sur le parquet en bois était le seul bruit. Je m'arrêtai à l'autre bout, face à Roger. Je posai mon sac sur la table. Le son du fermoir métallique résonna comme un coup de feu. « Sors de ma chaise, Roger !» Il cligna des yeux, abasourdi. « Papa, comment es-tu sorti ? Nous... Le docteur va perdre sa licence. Docteur Claudine va répondre de séquestration arbitraire. Et vous ?» Je regardais chacun d'eux. « Vous avez de la chance que je sois un père avant d'être un homme d'affaires, parce que si j'étais juste l'associé majoritaire, vous sortiriez d'ici en menottes. » Tu as tout gelé. Marc explosa dans un mélange de pleurs et de rage. « Tu as cassé l'entreprise. On allait tout perdre aujourd'hui. Les usuriers sont après Claude. J'ai cassé l'entreprise. » Ma voix monta d'une octave, tranchante. Qui a signé des contrats de leasing avec des intérêts abusifs pour acheter des camions qui n'existent même pas? Marc, qui? J'ouvris mon sac, sortis le dossier noir, le fameux dossier, et le jetai sur la table. Il glissa sur l'acajou poli et s'arrêta juste devant Roger. « Ouvre-le » ordonnai-je. Personne ne bougea. « Ouvre-le » criai-je en frappant ma main sur la table avec une force qui fit trembler les canettes de soda. Roger ouvrit le dossier avec des mains tremblantes. La première page était une copie d'un virement bancaire international. « Il caïman, Roger » demandai-je doucement.
ZR Consulting, tu pensais que je ne verrais pas les détournements mensuels de 50 000 € déguisés en consulting informatique? Moi qui vérifie chaque gazole depuis 1974. Il devint blanc comme du papier. Papa, je peux expliquer, c'était un investissement. Tais-toi. Je me tournai vers Junior. Et toi, mon petit dernier, le Playboy? Fausse facture de pièces détachées émise par une société écran enregistrée au nom de ta petite amie. 200 000 € en 6 mois pendant que nos chauffeurs dormaient sur la route parce que tu as coupé le budget hébergement. Junior se recroquevilla sur le canapé pleurant doucement. « Marc !» pointai-je vers lui sans même le regarder dans les yeux. « Dette de jeu payée avec du cash sous la table de maintenance. Tu as mis la vie de nos chauffeurs en danger, Marc. Pièces reconditionnées vendues comme neuves. Si un camion avait perdu ses freins et tué quelqu'un, le sang aurait été sur tes mains. » Marc s'effondra sur une chaise, se couvrant le visage. Je m'approchai de Claude. Il ne me regarda pas. L'œil au beurre noir palpitait. Il était le seul qui semblait vraiment avoir honte. Et toi, Claude, le faible, tu as co-signé des dettes qui n'étaient pas les tiennes pour essayer d'impressionner ces 3 vautours. Et maintenant, qui paie, c'est l'entreprise. Je suis désolé, papa, il sanglota. Je ne savais pas dire non. Eh bien, tu vas apprendre, parce qu'à partir d'aujourd'hui, le mot non sera ce que tu entendras le plus. Je retournai en bout de table. Roger était toujours assis là, paralysé. J'ai dit « Sors de ma chaise ». Il se leva, trébuchant, faillit tomber. La posture de PDG visionnaire avait disparu. Tout ce qui restait était un homme médiocre qui avait essayé de porter des chaussures trop grandes. Je m'assis. Le cuir de la chaise craqua, se moulant à mon dos, comme une vieille étreinte. Je posai mes coudes sur la table, entrelaçai mes doigts et regardai les 4 hommes vaincus devant moi. Voici la situation. Je commençai avec la voix calme de quelqu'un qui dicte un testament. Otto a déjà débloqué les comptes opérationnels. Les salaires sont en train d'être payés maintenant. Les fournisseurs critiques recevront le paiement d'ici la fin de la journée. La grève est terminée. Ils soupirèrent de soulagement, mais je continuai, et l'air redevint lourd. Votre vie facile s'est terminée avec la grève. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Roger, essayant de récupérer un brin de dignité. « Nous virer? Nous sommes des associés statutaires. Non, je ne vous vire pas, ce serait trop facile. Vous rentreriez chez vous, vivriez de dividendes et continueriez à être inutile. » Je souris, mais il n'y avait aucune joie dans mon visage. « Vous allez travailler pour de vrai. » Je sortis 4 enveloppes de mon sac et les jetai sur la table. « Roger, tu vas à la succursale Nord, tu seras chef de cour, tu vas apprendre à vérifier la cargaison par 40 degrés de chaleur, pas de climatisation, pas de secrétaire. Tu es fou, je suis directeur commercial. Tu étais directeur commercial, maintenant tu es l'employé numéro 452. Si tu ne veux pas, tu peux partir. Mais si tu pars, je remets ce dossier au fisc demain matin. Ton choix. Travail honnête ou prison. » Il se tut, avalant sa fierté. « Marc, tu vas à l'atelier. Tu seras aide-mécanicien. Tu vas laver des pièces avec du kérosène jusqu'à ce que tes mains soient aussi calleuses que celles de ton père. Et ton salaire sera retenu pour payer le trou que tu as créé. Junior, tu prends la route, tu seras aide-livreur, tu vas porter des cartons sur ton dos, monter des escaliers, entendre les plaintes des clients, tu vas apprendre la valeur de la sueur. Et Claude, je le regardais, tu restes ici aux archives mortes. Tu vas organiser 40 ans de documents tout seul, et tu auras le temps de réfléchir à comment dire non la prochaine fois que quelqu'un te demandera de faire quelque chose de stupide. » Le silence dans la pièce était absolu. Ils se regardèrent, choqués, incrédules. Ils s'attendaient à des cris, peut-être même à une raclée, peut-être à l'expulsion. Mais du travail dur. C'était la pire punition pour ceux nés avec des cuillères en argent. « Vous avez 1 heure, dis-je, répétant les mots qu'ils avaient utilisés contre moi dimanche dernier. Je regardais l'horloge murale. 1 heure pour vider vos affaires de ces bureaux chics, rendre les cartes d'entreprise, les clés des voitures de société et vous présenter à vos nouveaux postes. Papa, les voitures. Ma voiture. » Junior essaya d'argumenter.
Les voitures appartiennent à l'entreprise. Vous prendrez le bus ou le covoiturage? Je m'en fiche. Je décrochai le téléphone du bureau, ce lourd appareil noir que j'utilisais depuis les années 90. Maintenant sortez, j'ai une entreprise à reconstruire. Ils restèrent figés une autre seconde, traitant la nouvelle réalité. La hiérarchie avait été restaurée. L'ordre naturel des choses était revenu sur son axe. Le patriarche n'était pas juste une figure décorative. Il était la fondation, les murs et le toit de cet endroit. Et quand la maison menace de tomber, c'est la fondation qui tient tout. Un par un, ils prirent les enveloppes et partirent, la tête basse. Roger fut le dernier. Il s'arrêta à la porte, me regarda ainsi que la chaise qu'il avait tant convoitée. « Tu n'as pas de cœur, dit-il amèrement. »« J'en ai un, fils, » répondis-je en composant déjà le numéro de la comptabilité. « J'ai un cœur assez grand pour vous avoir élevés tous les quatre et assez fort pour réparer le bordel que vous avez fait. Un jour, quand vos mains seront sales de graisse et votre conscience propre, vous me remercierez. » Il partit et claqua la porte. J'étais seul dans l'immense pièce. Le soleil de fin d'après-midi entrait par la fenêtre, dorant la poussière qui flottait dans l'air. Je respirais profondément. J'étais épuisé. Mes 74 ans pesaient dans chaque os de mon corps. Mais pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas comme un vieil homme inutile. Je me sentais comme Harold. Le téléphone dans ma main compléta l'appel. « Comptabilité. Bonjour, » répondit l'employé. « Bonjour, cher, c'est Harold. » Ma voix sonnait ferme, claire, puissante. « Lançons l'audit. Son. Je veux un café sur mon bureau dans 5 minutes et apporte les livres comptables de 1998. Nous allons apprendre à ces gens comment se fait une vraie gestion. » Je raccrochais et tournais la chaise pour regarder la ville dehors. Le trafic coulait, les camions roulaient, la vie continuait. Mes fils pensaient pouvoir arrêter le temps en m'enfermant dans un établissement. Mais ils avaient oublié que le temps est mon ami. Il m'a donné la patience, m'a donné la sagesse et surtout m'a appris que celui qui contrôle la cargaison contrôle le destin. Et la cargaison, mes chers, a toujours été la mienne. Le calendrier sur le mur de mon bureau marquait 6 mois, depuis le jour où je suis retourné dans le fauteuil du président. 6 mois depuis que le camion rouge de Clément s'est garé dans la cour et que je suis descendu pour éteindre le feu que mes propres fils avaient allumé. La salle du conseil, autrefois pleine de boîtes de pizza et de l'odeur de la peur, sentait maintenant le cirage pour meubles et le café frais. Mais le plus grand changement n'était pas dans les meubles ou la propreté. C'était dans le silence. Ce n'était pas le silence vide de quand ils m'ont interné, mais le silence productif de gens qui travaillent sérieusement. Je me levai et allai à la fenêtre en verre, donnant sur la cour de manœuvre. En bas, l'opération fonctionnait comme une horloge. Les camions allaient et venaient, chargés d'espoir et de marchandises. Il n'y avait plus de grève, pas de cris, pas d'huissiers à la porte. La dette monstrueuse qu'ils avaient créée était payée centime par centime avec le profit de la sueur honnête. Je n'avais pas fait de miracle, j'avais juste coupé le luxe et était revenu aux bases. J'avais vendu les voitures importées de la direction, annulé les cartes d'entreprise illimitées et renégocié personnellement avec chaque fournisseur, les regardant dans les yeux et donnant ma parole comme garantie. Et la parole de Harold, Dieu merci, valait encore plus que de l'or sur le marché. La porte de mon bureau s'ouvrit. Ils n'entrèrent pas en courant sans frapper comme avant. J'entendis 2 coups secs et respectueux. « Entrez !» autorisai-je en retournant à mon bureau. Ils entrèrent en file. Mes 4 garçons. Mais quelqu'un qui regardait rapidement pourrait ne pas les reconnaître. Les vêtements de créateurs italiens avaient disparu. Les chaussures en cuir d'autruche avaient laissé place à des chaussures de sécurité à embout d'acier. Roger était le premier. Il revenait de la succursale nord pour la réunion d'alignement mensuel. Sa peau, autrefois pâle de bureau, était bronzée. Un bronzage crasseux de quelqu'un qui passe la journée dans la cour à vérifier les manifestes de cargaison sous le soleil de midi. Il ne portait pas de costume. Il portait l'uniforme gris de l'entreprise avec le nom Roger brodé sur la poche, comme n'importe quel autre employé. Marc venait juste derrière. Ses mains, oh les mains de Marc!
Ses ongles rongés par l'anxiété avaient disparu. Maintenant, ses mains étaient épaisses, calleuses, avec cette graisse noire qui s'infiltre dans les doigts et ne part pas même avec une brosse métallique. Il apportait une légère odeur de gasoil et de chiffon. Junior, mon petit dernier, semblait avoir pris environ 5 kilos, mais pas de whisky et de snacks. C'était de la masse musculaire. Porteur des cartons et aidé au déménagement avait élargi ses épaules. Il boitait un peu, le résultat d'un carton qui lui était tombé sur le pied la semaine dernière, mais il ne se plaignait pas. Et Claude? Claude avait un dossier sous le bras. Il portait maintenant des lunettes de prescription à force de lire tant de petits caractères sur de vieux contrats dans les archives mortes. Sa posture, toujours voûtée, était plus droite. Il semblait avoir trouvé au milieu de la poussière et du vieux papier la colonne vertébrale qui lui avait toujours manqué. « Asseyez-vous » pointai-je vers les chaises en bois simples que j'avais commandées pour remplacer les fauteuils en cuir pivotants. Trop de confort endort, et personne n'est ici pour dormir. Ils s'assirent. Il n'y avait pas d'arrogance dans leur regard. Il y avait de la fatigue, oui, mais il y avait quelque chose de nouveau, de la dignité. « Rapport de la succursale Nord, monsieur Harold, » dit Roger, en plaçant un simple dossier sur la table. Il ne m'appelait pas papa. Pendant les heures de bureau, j'étais le président. Nous avons réussi à réduire le temps de chargement de 20%. J'ai découvert que les caristes faisaient un trajet inutile dans l'entrepôt. J'ai changé l'agencement. Je pris le dossier et l'ouvris. Les chiffres étaient là, clairs, sans maquillage comptable. « Et comment as-tu découvert ça, Roger ?» demandai-je en le testant. « Parce que j'étais là sur le chariot élévateur avec eux, » répondit-il en me regardant dans les yeux. Quand on sent la chaleur de la tôle, on comprend pourquoi l'opération prend du retard. L'ancien responsable, l'ancien responsable qui était moi, ne regardait que la feuille de calcul dans la climatisation. Je hochai la tête en fermant le dossier. Un léger sourire d'approbation, presque imperceptible, s'échappa de mes lèvres. « Très bien. Et l'atelier, Marc ?» Marc s'éclaircit la gorge. Il semblait fier d'une manière étrange. « Nous avons récupéré 3 moteurs qui allaient à la poubelle, monsieur. Le chef d'atelier, monsieur Duke, m'a appris comment refaire la surface de la culasse au lieu d'acheter des pièces neuves hors de prix. Nous avons économisé 40 000 € rien que ce mois-ci. » Je me souvenais des fausses factures qu'il signait avant. Maintenant, il était excité d'économiser l'argent de l'entreprise, pas de le dépenser. « Et tu as appris la différence entre un tournevis plat et un cruciforme, je vois, » commentai-je en regardant ses doigts. « J'ai appris que si on ne serre pas le boulon jusqu'au bout, le moteur perd de l'huile sur la route et le chauffeur tombe en panne. » Il baissa la tête, humble. « J'ai appris que la sécurité du chauffeur dépend de mes mains sales. » Je regardais Junior. « Et les livraisons, Junior? Le client d'Eastside se plaint toujours? »« Non, monsieur. » Il secoua la tête. « Je suis allé là-bas personnellement pour livrer les meubles. J'ai monté 4 étages d'escalier parce que l'ascenseur ne rentrait pas le canapé. La dame de la maison m'a offert un café et m'a remercié en pleurant. Elle a dit qu'elle n'avait jamais été traitée aussi bien par une entreprise de transport. Junior, le playboy qui ne fréquentait que les zones VIP, buvait maintenant du café filtre dans des tasses américaines chez des gens simples et se sentait comblé par un merci. Et toi, Claude, as-tu trouvé d'autres squelettes dans le placard? » Claude ajusta ses lunettes et ouvrit son dossier. « J'ai trouvé une clause d'assurance que nous n'utilisions pas, monsieur Harold. Nous avons droit à un remboursement rétroactif de 5 ans sur la flotte arrêtée en maintenance. J'ai déjà monté le dossier et l'ai envoyé à Dr Otto. Ça devrait mettre environ 200 000 € dans la trésorerie la semaine prochaine. 200 000 €. Claude, l'incompétent, comme l'appelaient tous ses frères, venait juste de payer le salaire du mois avec de l'attention aux détails. Je me penchai en arrière dans ma chaise. Le silence revint dans la pièce, mais maintenant c'était un silence confortable. Je regardais ces 4 hommes, et pour la première fois depuis des années, je vis les Fils dont Gérald avait rêvé. Ils n'étaient pas parfaits. Ils avaient encore des dettes personnelles à payer. Ils vivaient encore dans des appartements plus petits loués parce qu'ils avaient perdu les pantouses. Ils se plaignaient encore de maux de dos. Mais c'étaient des hommes.
de vrais hommes. « Savez-vous pourquoi j'ai convoqué cette réunion aujourd'hui » demandai-je. Ils se regardèrent appréhensifs. La peur du vieil homme existait toujours. « Pour nous virer » demanda Roger d'une voix filée. « Je sais que la succursale Nord s'est améliorée, mais je ne vous ai pas convoqué pour vous virer. » Je le coupai. « Je vous ai convoqué parce qu'aujourd'hui c'est vendredi. Et chez HNS Transport, vendredi c'est jour de paix. » Je sortis 4 enveloppes Kraft du tiroir. C'étaient les bulletins de salaire, des salaires de marché compatibles avec les fonctions qu'ils exerçaient maintenant. Chef de cour, aide-mécanicien, aide-livreur, archiviste. Pas de bonus de millions d'euros. Juste ce qui était juste. Je poussai les enveloppes à travers la table. Ils les prirent comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Et c'était le premier argent propre qu'ils gagnaient depuis longtemps. Vous pouvez vérifier, dis-je. Les retenues pour les pertes que vous avez causées ont déjà été prélevées. Il ne restera pas beaucoup, mais il y aura assez pour payer le loyer et la nourriture. Roger tint l'enveloppe et ses yeux s'embuaient. « Papa, commença-t-il, et cette fois je le laissai faire. Tu avais raison sur tout. Nous pensions que l'entreprise était une vache à lait qui ne se tarissait jamais. Nous ne connaissions pas le poids du seau. »« Le seau est lourd, Fils, répondis-je, en sentant une boule dans ma gorge. Et celui qui porte le seau doit avoir des bras forts et une colonne vertébrale droite. Vous aviez la colonne vertébrale tordue de la vanité. J'ai dû la casser pour la réparer. » Je me levai et allai à la porte du bureau, l'ouvrant. « Maintenant, allez. Le quart est terminé. Mais lundi, je veux tout le monde à l'heure. Roger retourne au nord dans le premier bus. » Ils se levèrent. Un par un, ils passèrent devant moi. Il n'y avait pas d'embrassade mielleuse, pas d'excuses dramatiques. Il y avait des poignées de main fermes, des poignées de main de gens qui concluent un contrat de respect mutuel. Quand Claude, le dernier, partait, il s'arrêta et me regarda. L'œil au beurre noir avait guéri il y a des mois, mais la leçon restait. « Merci, papa », chuchota-t-il, « de ne pas avoir abandonné avec nous, même quand nous méritions d'être jetés dehors. Les pères n'abandonnent pas, Claude. Les pères éduquent, parfois avec un baiser, parfois avec la ceinture. Vous aviez besoin de la ceinture de la réalité. » Je fermai la porte quand ils disparurent dans le couloir. Je retournai à la fenêtre. Je les vis tous les 4 marchant dans la cour vers l'arrêt de bus. Ils parlaient, riaient de quelque chose. Marc poussa doucement l'épaule de Junior. Ils avaient l'air de frères à nouveau, pas de partenaires rivaux essayant de s'abattre mutuellement. Je descendis dans la cour. J'avais besoin de sentir le sol de mon entreprise. Le soleil se couchait, teignant le ciel de cet orange que j'aimais tant, la couleur de la peinture de notre premier camion. Je passai devant l'atelier. Les mécaniciens se lavaient les mains pour rentrer chez eux. « Monsieur Duke », le chef de maintenance vint me saluer. « Monsieur Harold, le jeune Marc s'y met bien, vous savez, » dit-il en nettoyant ses mains sur un chiffon. Le garçon a du talent pour la graisse. Aujourd'hui, il a identifié un bruit dans le différentiel juste en écoutant le moteur tourner. Il tient de son père, Monsieur Gérald. Je souris, sentant ma poitrine se réchauffer. Il tient de son père. C'était le plus grand compliment que Marc pouvait recevoir. Je continuai à marcher vers la cafétéria. Les cuisinières nettoyaient tout. L'odeur de haricots assaisonnés était encore dans l'air. « Monsieur Harold, je t'ai gardé un morceau de brioche », cria Maria, une cuisinière depuis 20 ans. « Merci, Maria, je le prendrai plus tard. » Je m'assis sur un des longs bancs de la cafétéria vide. Je regardais autour. Cet endroit était le cœur de l'entreprise. Ici, chauffeurs, mécaniciens et aides mangeaient la même nourriture. Mes fils, pendant des années, étaient dégoûtés d'entrer ici. Ils préféraient les restaurants français avec la carte d'entreprise. Au cours des derniers mois, ils avaient mangé ici tous les jours. Ils avaient entendu les histoires des chauffeurs, les difficultés de la route, le manque de leur famille. Ils avaient appris que chaque camion quittant ce portail porte le gagne-pain de toute une famille. La leçon n'était pas sur l'argent, c'était sur l'humanité. Ils devaient descendre du piédestal pour voir les gens qui soutenaient le piédestal. Je sortis le chapelet en bois et la photo de Gérald de mon sac, les mêmes que j'avais emportés à l'établissement ce jour fatidique. Je plaçai la photo sur la table en formica. « Tu vois, vieux têtu ?» Je parlais doucement à la photo. «
C'était un travail difficile. Ça a failli me coûter ma santé, mais je pense que ça va marcher maintenant. Je me souvenais du jour où j'avais été expulsé de ma propre maison avec 1 heure pour faire mes valises. Je me souvenais du sentiment d'impuissance, de la peur d'être oublié dans une maison de retraite. Cette douleur avait été le carburant. S'ils n'avaient pas fait ça, peut-être aurais-je continué à couvrir leurs erreurs jusqu'à la faillite. Leur trahison avait été ironiquement le salut de la famille. Le téléphone portable dans ma poche vibra. C'était un message de Clément. Patron, l'envoi de vaccins est arrivé à destination, tout réfrigéré, tout à temps. Le client a envoyé des compliments. Il a dit que HNS Transport est le seul en qui il a confiance. Je répondis, « Bon travail Clément. Repose-toi bien. » Je rangeais le téléphone et respirais profondément. L'air était frais, la nuit tombait doucement sur la région parisienne. Je ne savais pas combien de temps il me restait. 74 ans, ce n'est pas 74 jours. Mes genoux faisaient plus mal à chaque pluie. Ma vision se fatiguait plus vite en lisant des rapports. Mais je n'avais plus peur de l'avenir. Avant, j'avais peur de mourir et de laisser un empire de sable à 4 garçons gâtés pour le détruire. Maintenant, je construisais une fondation en pierre. Ils n'étaient pas encore prêts à reprendre la présidence. Peut-être qu'il faudrait encore 1 an, peut-être 5, mais ils étaient sur la voie. Ils apprenaient que le leadership ne s'hérite pas, il se gagne. Je me levai du banc, ajustai mon costume, passai ma main dans mes cheveux blancs impeccables et attrapai mon sac. Ce même sac où j'avais transporté le dossier qui avait renversé leur arrogance. Maintenant, à l'intérieur, il n'y avait que le chapelet, la photo et mes clés de maison. Ma maison que j'avais récupérée par les tribunaux et où je rentrais chaque soir seul, mais en paix. Je marchais vers la sortie. Le gardien de nuit m'ouvrit le portail. « Bonne nuit, monsieur Harold. Allez avec Dieu. Bonne nuit, fils. Que Dieu soit avec toi aussi. » Je regardai en arrière une dernière fois. L'enseigne au néon HNS Transport s'illumina au sommet du bâtiment, rouge vif contre le ciel sombre. Le S clignotait un peu. Il fallait l'entretenir. Demain, j'enverrai Marc là-haut pour le réparer. Il se plaindrait de la hauteur, mais il le ferait. Et il le ferait bien. Je montai dans ma voiture. Ce n'était pas une voiture de luxe avec chauffeur. C'était ma vieille berline que je conduisais moi-même. Je démarrai le moteur et sentis la vibration dans mes mains. De vieilles mains, des mains tachetées, mais des mains fermes. Mes fils pensaient pouvoir me forcer à la retraite. Ils pensaient que mon histoire s'était terminée à la porte de cet établissement. Ils ne savaient pas que la meilleure partie de tout livre est toujours la fin, quand tous les fils se nouent et qu'on comprend le pourquoi de chaque souffrance. Je passai la première vitesse et démarrai lentement. La route était ouverte devant moi, et tant que j'aurais du gazole dans les veines et le stylo dans la main, personne ne déciderait de mon destin pour moi. Le patriarche était vivant, et la flotte n'avait jamais été entre de meilleures mains. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer ce qui se passe ensuite sur les conseils de Papy. Ce père vient de donner à ses fils une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Commentez d'où vous regardez et dites-moi si vous avez déjà vécu une situation de trahison familiale. Vos histoires m'inspirent.